Votre magazine sur les sentiers de la réussite fait à nouveau incursion chez vous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous recevons pour ce numéro le professeur Amen Abiassi, qui est notre invité. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu présent à notre Moi invitation. je suis très heureux d'être ici, surtout au Bénin et puis au milieu de vous. Vous avez un CV tellement éloquent, vous êtes maître de conférences hors classe à l'Institut supérieur de commerce international de Dunkerque et à l'Université du littoral Côte d'Opale, toujours en France. Vous êtes docteur S sciences de gestion, mention très honorable avec félicitations du jury en 1989, donc précédemment à ce titre de maître de conférence que vous vendez cher aujourd'hui. Vous êtes président du conseil d'administration de l'ONG Cher Bénin et coach universitaire en entrepreneuriat. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, je le dirai une fois encore. C'est à moi de vous remercier parce que, bon, n'importe où, on me demande de contribuer à faire évoluer l'enseignement supérieur. J'essaye, dans la mesure de mes compétences, d'être présent. Avec vous, nous allons, pour ce numéro, parler de la contribution de l'enseignement supérieur privé au développement de la nation. Professeur Amen Abiassi, à l'entame de cette émission, je sais que de 2002 à 2012, vous avez été le directeur général de l'Institut supérieur de commerce international de Dunkerque, très imprégné donc du fonctionnement d'une structure éducative du supérieur. Quel est le contexte qui préside à la création d'une école supérieure privée? Vous abordez un sujet qui est très polémique, mais qui est en même temps nécessaire. La cohabitation école privée, école publique, que ce soit au niveau supérieur ou au niveau en dessous, c'est un débat récurrent. Et il y a eu des périodes de pointe où, avec beaucoup de virulence, en France, ça a déchaîné les passions. En ce qui me concerne, l'école que je dirige, j'ai dirigé de 2002 à 2013 et puis je suis revenu aux commandes depuis 2016, après élection à chaque fois, ça je tiens à le préciser, tout en étant un enseignant, chercheur, j'ai fait mes certificats de pédagogie, donc je sais de quoi on parle. Mais notre école est déjà une illustration intelligente de la cohabitation entre le public et le privé, parce qu'au départ, l'ICITCO était une école privée, émanation de la Chambre de commerce. La ville de Dunkerque et la communauté urbaine. On était en 1985. C'était la seule école en France spécialisée dans le commerce international et le management. 7 ans plus tard, notre université va naître, l'Université du littoral Côte d'Opale. Donc en 92. Et comme le modèle de départ, c'était d'en faire une école universitaire, en 97, le 22 avril 1997, le décret d'État va nous rattacher à l'Université du littoral. Bon, évidemment. Toujours dans le public? Toujours dans le public, mais on avait une culture privée et on arrive avec l'université publique. Avec beaucoup d'intelligence, on a réussi à cohabiter, de sorte que parfois certains présidents se plaisent à dire vous êtes le fleuron, puisqu'on monte la voie et on a réussi à apporter un certain nombre d'innovations. Je prends des exemples avant notre université, mais après ça a suivi. La semestrialisation, les ECTS, on a été les premiers. En 1999, ça a été mis en place. À l'époque, j'étais directeur des programmes. Comment ça se comprend? Alors, les ECTS, c'est European Credit Transfer System. Quand vous avez vocation à accueillir des étrangers, donc des étudiants qui viennent d'Allemagne, qui viennent du Danemark ou bien qui viennent de la Grande-Bretagne, et vous avez aussi vocation à envoyer vos étudiants dans les universités partenaires ou bien dans les pays, vous devez vous mettre d'accord sur la reconnaissance automatique du cursus que votre étudiant a suivi là-bas, ou celui qui est venu de l'autre côté, il faut qu'il ait aussi un certain nombre de crédits qui vont être reconduits dans son compteur, entre guillemets, quand il va retourner dans son université. Donc, c'était incontournable. Et les Européens, comme on le dit, se sont mis d'accord pour dire,
quand vous accordez tel crédit et tout, donc il a fallu réfléchir qu'un cours de 15 heures, ça demande combien d'heures de travail et tout, il a fallu identifier tout ça. Bon, nous, on n'avait pas le choix, la semestrialisation, on doit le faire. Parce que quand l'étudiant est venu d'Allemagne, par exemple, et que le semestre est fini, il faut qu'il parte avec son relevé de notes. Donc on était contraint dès le départ à faire et les examens de première session et les examens de deuxième session avant la fin du semestre pour que l'étudiant, donc à la fin du semestre, on a fini tout ça. Et c'est contraignant pour les enseignants. Donc certains enseignants, au départ, ont eu du mal, mais on les a accompagnés pour qu'ils rentrent dans le circuit. Vous voyez, bon, donc on a fait tout ça. Et à un moment donné, vis-à-vis de notre université, les cours en ligne, moi je fais partie des pionniers à le mettre en place. Vous êtes très réputé aussi en Afrique. Oui. Vous enseignez au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin également. Dites-nous, le contexte que vous venez de peindre de l'autre côté du haut de la France, à Dunkerque précisément, est-ce que c'est le même au niveau du Bénin et des pays africains? Oui et non, en ce sens que en Afrique, très vite on a été débordé par la vague, entre guillemets, déferlante de nos jeunes qui arrivent. Bon, la population qui arrive au bac, elle augmente. Oui, chaque année. Chaque année. Quand on regarde les besoins par rapport aux universités, impossible de les satisfaire en claquant des doigts parce que j'ai coutume de dire le temps de l'État n'est pas le même que celui des écoles privées parce que un promoteur, il se lève aujourd'hui, il a les moyens, il va élever les murs, ça va aller vite. Très vite. Bon, très vite. Ouais. Moi, je prends l'exemple. L'école, mon concurrent que j'ai intégré en 2008, c'est 17 hectares, ils ont construit 8000 mètres carrés en un an. Donc, le temps de l'État n'est pas le même que celui de l'école privée. Nécessairement, il faut trouver des solutions. Donc, quand on regarde en Afrique, il y avait des universités qui étaient prévues pour telle population, Oui. mais elles ont été débordées et les moyens n'ont pas suivi. Bon, et Il fallait combler le vide. il fallait combler le vide et nécessairement les écoles. Bon, heureusement, moi, en cela, il faut saluer l'initiative privée qui est arrivée à endiguer une partie du flux qui arrive chaque année. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que quand on regarde au niveau de l'Afrique, des gens qui ont suivi des cursus au niveau universitaire, que ce soit au Bénin, au Togo, au Sénégal, j'interviens aussi au Maroc, à un moment donné, se disent, il manque ça dans le système. Et comme il ne lui reste qu'une seule chose, ou il ne leur reste qu'une seule chose, c'est d'aller eux-mêmes sur le terrain et de créer ces écoles-là pour montrer la voie. Parce que la vision qu'ils ont, pour la concrétiser, ça passe par la création d'une école. Donc nécessairement, on n'est pas dans les mêmes considérations. Et en France ou bien aux États-Unis, beaucoup d'écoles privées ou d'universités privées existent déjà. Et ici, ça a donné peut-être des idées aux gens pour pouvoir le faire. Et je pense que pour un État, c'est une bonne chose d'avoir des écoles privées qui participent à cette fonction régalienne-là, parce que c'est des individus du pays qui investissent de leur argent, de leur temps, de leur énergie et qui créent des emplois. Et qui est d'ailleurs l'État qui est débordé. Oui. Mais quand on analyse un peu l'atmosphère de l'enseignement supérieur privé, est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment nécessaire quand des fois il y a de ces genres de promoteurs qui n'apportent pas la réponse adéquate? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de créer les écoles privées? C'est nécessaire. C'est même un impératif, c'est incontournable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en l'état actuel des choses, combler ce besoin d'éducation, régler ce problème de flux qui arrive chaque année, c'est nécessaire, oui. Pourquoi? Parce que l'État à lui seul ne pourra pas. Bon. Deuxièmement, ce qui fait jaser, entre guillemets, pas mal de gens, c'est que les règles du jeu ne sont pas fixées, ou claires, de sorte qu'il y a eu des gens qui ont eu des agréments. L'État a fait preuve de bonne foi, et puis
sur le terrain, se rend compte que ben, ça ne suit pas. Et je ne suis pas sûr que, actuellement, du temps du gouvernement ancien comme de celui-ci, parce que j'en connais certains, leur envie, c'est de faire disparaître, non, de supprimer, non. Au contraire, c'est de réguler l'école. Comme c'est déjà fait, voilà. Il vaut mieux harmoniser les choses voilà. pour qu'on tienne Et le coup. c'est une bonne chose pour celles qui font un excellent travail. C'est une bonne chose pour celles qui ont envie de produire une formation de qualité. Bon, et cela participe à clarifier les choses. Parce que il y a des écoles. Quand j'arrive, je passe mon temps à visiter un certain nombre. On va devoir fixer les règles du jeu pour que ce soit plus clair. Monsieur le professeur, nous allons rester collés à notre discussion, qui est la contribution de l'enseignement supérieur privé au développement d'une nation. Nous allons faire incursion dans la République sénégalaise. Fondateur de l'Institut supérieur de management ISM, Amadou Diao est le premier à avoir créé une école privée de commerce au Sénégal en 1992, la seule des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Il réalise son rêve à son retour au Sénégal grâce aux compétences acquises à l'étranger et aux diplômes obtenus en faculté des sciences économiques de Rouen et à l'École supérieure de gestion de Paris en France. L'icône de l'enseignement privé avait pour défi d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur dans son pays et en Afrique. Il tient le pari avec la première école privée, Business School, devenue plus tard groupe ISM, composé de 10 campus avec 4000 étudiants de diverses nationalités et 16 000 diplômés et managers. Sa notoriété justifie ses partenariats à l'international avec de grandes universités aux États-Unis et en France. À 56 ans, le pionnier de l'enseignement supérieur privé Amadou Diao est le président de la Conférence des grandes écoles du Sénégal et vice-président de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal. Professeur Amena Biassi, nous venons de suivre une icône de l'enseignement supérieur privé au Sénégal. Émotion ou indifférence? Beaucoup d'émotions et puis je vous remercie infiniment pour cette agréable surprise parce que Amadou Diao, c'est un ami et en même temps, presque tous les ans, on a des moments privilégiés d'échange et de rencontres. Chaque fois, je lui dis, autant tu es fier de moi là-bas, mais moi je suis fier de toi parce que tu incarnes l'Afrique nouvelle qui démarre. Tu incarnes aussi la collaboration État-privé. Comme vous le montrez dans le reportage, Amadou Diao rentre à Dakar. Il était à la Chambre de commerce. Et donc, au service des entreprises, on découvre que la formation publique n'était pas en adéquation avec les besoins de l'entreprise. C'était en 1992. C'est bien. Et beaucoup de gens vont lui dire, mais écoute, si tu as le courage, saute le pas, plonge, comme on dit en entrepreneuriat, tu plonges et on va t'accompagner. Donc, il va décider de créer ISM, Institut supérieur de management. Sa couleur caractéristique, c'est l'orange. On appelle ça la vague orange. La vague orange, donc, il va développer l'école et il va faire partir, c'est l'école qui va avoir la particularité de devenir la première université privée. Du Sénégal. Du Sénégal. Première université privée. Il va être même décoré pour ça. Et dit-on de cette école qu'elle a été également la première en Afrique francophone de l'Ouest? Son diplôme au niveau de l'ISM. L'école même. Oui. Donc on a le diplôme de l'ISM. Il va franchir tous les étapes pour la reconnaissance de CAMES. Il va nouer des partenariats HEC, ESSEC, Rouen. Et il va aussi entamer, il fait partie des rares, des partenariats avec des universités africaines où les gens, les collègues enseignants-chercheurs ou intervenants professionnels venaient à Dakar. C'était la plateforme. Ça, c'est le premier point. Mais il va réussir. Après, il va créer l'école doctorale. Moi, il va m'appeler, il dit, je veux que tu viennes. Ils se sont aperçus que
tout ce qui est méthodologie qualitative, bon, dans mon labo, c'est moi le garant. C'est-à-dire que pendant que j'ai été animé l'école doctorale pour former les futurs docteurs, j'ai encadré une thèse à son niveau. Donc, quand on regarde, après, la vague déferlante va arriver. L'université tchèque Anta Diop était prévue pour 25-30 000 étudiants. Le nombre, vous le connaissez maintenant. Donc, l'État va lui faire appel. Et à travers lui, toutes les autres écoles pour dire on a besoin de vous pour que ces jeunes-là qui arrivent, on puisse leur donner la chance. Et c'est là qu'il va aller vers une rentrée, une deuxième rentrée, où il va gérer avec ses collègues ce flux-là qui arrive chaque année par rapport à ça. Et lui-même va sentir que Dakar, ça ne suffit pas, les gens qui se tiennent pour venir étudier et tout. Donc il va étendre ses activités, et vous l'avez bien dit. Donc c'est une fierté pour l'Afrique. C'est un cas d'école sénégalais. Oui. Et nous sommes au Bénin. Nous avons en exemple celui-là qu'on cite, qui est aussi une icône, M. Valé Kaké-Glélé, qui fait beaucoup dans l'enseignement supérieur au Bénin. Alors, monsieur le professeur Amen Abiassi, lorsqu'on jette un regard sur l'environnement des structures privées de l'enseignement supérieur, on a l'impression que l'État, en réalité, n'accompagne pas. Quel est donc le rôle de l'État? L'État, je vais me tromper, mais qu'on me le pardonne, doit fixer les règles du jeu. Parce que c'est l'école privée qui vient assumer une partie de la fonction régalienne. Donc voilà comment je veux que ça puisse se faire. Deux, il faut donner les moyens. En quoi faisant, par exemple? Ailleurs, moi je le vois, à partir d'un certain niveau ou bien une ancienneté, on donne un espace pour construire. Ça fait partie des aides. Non acheté. C'est gratuit. Oui. Ou alors, symbolique. C'est une manière d'encourager les gens. Deuxièmement, une école a besoin d'importer du matériel informatique ou bien de le faire en kit, par exemple, et puis de le faire sur place. L'État doit favoriser cela parce qu'on va créer des emplois. Ça, c'est sûr. Désormais, troisième élément par rapport à ça, c'est accompagner les écoles dans la mise en place des enseignants qui ont le niveau que l'État veut pour que ça puisse se faire. Alors, êtes-vous en train de dire que l'État ira recruter les enseignants qualifiés à la place des instituts Non, privés? ailleurs, parfois, l'engagement entre l'État et eux, c'est une mise à disposition d'enseignants pour permettre qualifiés. Ça, c'est une manière aussi d'aider et tout. C'est évident et dans mon esprit, l'État ne pourra pas tout faire. Ce n'est pas possible. Dans tous les pays, on le sait d'ailleurs. Mais quand je prends l'école de Glélé dont vous parlez, à partir du moment où une école décide de s'attaquer au problème essentiel, l'emploi ou l'employabilité, pour Amen Abiassi, on me demande de l'aide, je vais fournir. Il n'y a pas de souci. Parce que une école, c'est deux choses. Combien entrent, combien sortent. Si vous avez 100 qui rentrent en première année et qu'en dernière année, vous avez 90 ou 100 qui sortent, c'est un premier indicateur. Deuxième, les 100 qui sortent, combien trouvent un emploi? Si tu ne règles pas ce problème, tôt ou tard, ton école commencera par dire qu'est-ce qui m'arrive, je suis en train de perdre mes étudiants. Parce que le bouche à oreille va détruire ta réputation, parce qu'on va dire c'est l'école des chômeurs. Vous venez de toucher un problème crucial en Afrique et surtout au Bénin, le rôle de l'école privée une fois qu'elle est créée. Le rôle de l'école privée... Pour contribuer donc au développement de la nation. C'est clair. Elle doit favoriser l'insertion, accompagner l'insertion et gérer ça. Moi, par exemple, j'ai un directeur relations entreprises. À Dunkerque? Mais c'est incontournable. Un directeur relations entreprises, il doit s'occuper des stages, il doit s'occuper des insertions. Et depuis le bac plus 1 jusqu'au bac plus 5 chez moi, tous les ans, le jeune, il effectue un stage, il rédige et il soutient. En 2009, j'ai créé moi-même, ex nihilo, je l'ai créé à l'école, j'ai créé l'alternance, où l'étudiant, il vient une semaine
à l'école pour étudier et 2 semaines, il est en entreprise. Pendant 2 ans, il est dans la même entreprise. Donc, l'employeur réfléchit par 2 fois avant de dire, mais celui-là, j'ai investi énormément là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais le garder. Est-ce qu'il est facile de le faire chez nous? Ça va être long. Ça va être long. C'est en cela que ce que je choisis de faire, du PIB, moi, ça m'intéresse. Bon, à partir du moment où on parle de l'entrepreneuriat, moi, on m'appelle, je réponds. Parce que ça fait plus de... Je suis coach universitaire, comme vous l'avez dit, et au Bénin, j'ai mis en place pas mal de projets qui ont conduit les jeunes à s'insérer dans la vie professionnelle. Bon. Donc, ça va être long à être mis en place. Mais quand on dit je veux m'occuper de ça, une école qui décide de s'occuper de ça, Effectivement, le faire. mais attends, moi, retiens toute mon attention parce que c'est incontournable. Il faut y aller. Sinon, on va dire, mais ton université ou ton école produit que des chômeurs. Or, l'approche de M. Grelet, oui, étudiant entrepreneur, mais c'est que les gens, bon, il va être combattu, ce qui est normal parce que c'est nouveau, mais tôt ou tard, les gens comprendront pourquoi. Je m'explique. Ouais. Notre ministère, désormais, a créé un statut d'étudiant entrepreneur. C'est-à-dire que l'étudiant, en parallèle à sa scolarité, dès lors qu'il a un projet qui tient la route, un projet de création qui tient la route, il passe devant un comité de 25 membres, et s'il est retenu, il rentre dans l'incubateur. Et en parallèle à sa formation, il a son projet. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'aller en stage en entreprise, il rentre dans l'incubateur et il gère son projet. Il gère son projet de création. Or, le schéma, si j'ai bien compris, qui est proposé, oui. Par M. Grelet, c'est que l'étudiant, il gère son projet et il réfléchit progressivement à sa mise en œuvre, de sorte que quand il va finir... Moi, je suis toujours ahuri quand j'arrive et je fais des séminaires, je prends des gens de bac plus 3, je leur dis, que fais-tu dans 2 ans? Il est incapable de se projeter, de me dire ce qu'il va faire. Madame, monsieur, vous êtes bien évidemment sur votre magazine sur les sentiers de la réussite. Nous allons parler maintenant de projet porte-bonheur. En 1994, soit 2 ans après notre création, nous avons promis aux étudiants béninois les BTS français. Et vous l'avez réalisé. En 2002, nous vous avons promis la délocalisation du diplôme français de 2e cycle grâce à l'ENSAT Lannion, de 3e cycle grâce à l'Université catholique de Lille. Et vous l'avez réalisé. En 2004, nous vous avons promis l'accréditation CAMES. Et vous l'avez réalisé. En 2013, nous vous avons promis l'université sociale par une revue à la baisse de nos frais d'inscription et de scolarité. Et vous l'avez réalisé. En 2016, nous vous avons promis l'université numérique, un étudiant, un ordinateur, l'interconnexion de nos 4 campus et la connexion sur chaque site 24/24. Et vous l'avez réalisé. Maintenant, nous vous promettons la création de 25 000 emplois année académique 2017-2018. UPONM, nos rêves deviennent toujours des réalités. Parcours dense et admiratif, vous êtes maître de conférences, vous êtes un nid d'expérience et de connaissances. On dit de vous ceci, vous sachant très généreux en conseil pour affiner tout ce que nous venons d'entendre. Monsieur le professeur, qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil? La puissance publique a besoin des écoles pour régler le problème de l'éducation et de l'enseignement. Mais ce qu'il y a lieu de faire, et là je suis tout à fait d'accord avec, c'est de mettre de l'ordre. Parce qu'il y a des écoles qui jettent un discrédit sur les autres qui s'essayent d'avancer. Donc il faut mettre de l'ordre, c'est sûr. Mais ensuite, il faut accompagner. Et c'est en cela que j'insiste là-dessus. L'État a un rôle à jouer et les écoles privées ont également leur rôle à jouer. L'un ne va pas prendre la place de l'autre, au contraire, dans tous les pays du monde, les deux ont coexisté.
et ça a donné des résultats très intéressants à tout point de vue. Professeur Amen Abiassi, vous enseignez au Bénin, au Togo, au Sénégal et dans plusieurs autres pays en Afrique comme en Occident. Vous êtes tellement riche en connaissances que nous avons bien envie de vous inviter pour le prochain numéro. Seriez-vous d'accord? Bien volontiers, avec plaisir, je participerai au prochain numéro si vous parlez de mon domaine, bien évidemment. Alors, mesdames et messieurs, vous comprenez donc que pour le prochain numéro, nous allons retrouver le professeur Amen Abiassi pour parler, par exemple, d'entrepreneuriat. Je vous quitte sur cette pensée de Nelson Mandela, je cite, « L'éducation est l'âme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde ». Fin de citation. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt.